Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame SES, le podcast qui rend la spécialité sciences économiques et sociales plus accessible, passionnante et éclairante. Dans le premier épisode de notre podcast, nous avons exploré la notion de croissance économique. Pour rappel, la croissance économique désigne une augmentation durable et soutenue du produit intérieur brut, PIB, c'est-à-dire de la production de biens et de services au sein d'une économie. Dans cet épisode, nous tenterons de mettre en lumière les limites écologiques de la croissance économique. Si cette croissance est essentielle au développement économique et social de nos sociétés, elle s'accompagne néanmoins de défis majeurs, notamment environnementaux. En effet, l'industrialisation massive et la surconsommation ont des conséquences profondes. D'une part, elles contribuent au changement climatique en raison des émissions croissantes de gaz à effet de serre. D'autre part, elles accélèrent l'épuisement des ressources naturelles, mettant en péril la durabilité de notre modèle économique. Analysons tout d'abord la première limite environnementale de la croissance, le changement climatique. Selon les Nations Unies, le terme changement climatique désigne les variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Si ces variations peuvent être naturelles, depuis le début du XIXe siècle, elles résultent principalement des activités humaines, en particulier de l'utilisation massive des combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Ces combustibles libèrent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, responsables du réchauffement global. Ces phénomènes amplifient la production d'externalités négatives. Une externalité négative est un concept économique qui décrit les conséquences indésirables d'une activité sur d'autres acteurs économiques sans qu'il y ait compensation monétaire. Parmi ces externalités, on trouve la pollution de l'air, des sols et de l'eau. Prenons un exemple concret, l'industrie automobile. La production et l'utilisation des véhicules à moteur thermique reposent principalement sur les combustibles fossiles. Ces activités entraînent non seulement des émissions de CO2, contribuant au réchauffement climatique, mais aussi des particules fines qui dégradent la qualité de l'air. Ces particules sont responsables de problèmes de santé publique, comme les maladies respiratoires et cardiovasculaires, affectant des millions de personnes chaque année. Cette situation illustre bien comment une activité économique peut avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement et la société dans son ensemble. Expliquons maintenant la deuxième limite écologique de la croissance, l'épuisement des ressources naturelles. L'exploitation massive des ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, pose la question de leur disponibilité à long terme. Certaines ressources comme les énergies fossiles ou certains métaux rares sont limitées et ne se renouvellent pas à l'échelle humaine. D'autres, comme les ressources halieutiques ou les forêts, peuvent être renouvelables, mais seulement si leur rythme d'exploitation ne dépasse pas leur capacité de régénération. Ce problème est bien illustré par la notion de bien commun. Un bien commun est rival, c'est-à-dire que sa consommation par un individu réduit la quantité disponible pour les autres, et non excluable, ce qui signifie qu'il est difficile d'empêcher quelqu'un d'y accéder. La surexploitation de ces ressources entraîne ce que l'économiste Garrett Hardin a appelé la tragédie des biens communs. Une ressource accessible à tous peut être surexploitée jusqu'à disparaître, faute de régulation. Face à ces limites écologiques, les économistes et les chercheurs ont réfléchi à des solutions alternatives pour concilier croissance et préservation de l'environnement. L'un des premiers rapports majeurs sur cette question est le rapport Brundtland de 1987, qui a introduit la notion de développement durable. Il définit le développement durable comme un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux visions s'opposent sur la manière d'assurer une croissance soutenable, la soutenabilité forte et la soutenabilité faible. Tout d'abord, expliquons la notion de soutenabilité forte. Cette approche considère que le capital naturel n'est pas remplaçable par du capital technologique. Le capital naturel regroupe l'ensemble des ressources naturelles utiles directement aux hommes, et le capital technologique désigne l'ensemble des avancées technologiques et techniques. Selon la vision de la soutenabilité forte, certaines ressources comme la biodiversité, les océans ou la stabilité climatique sont jugées vitales et ne peuvent être substituées. Il est donc impératif de préserver ces ressources en limitant drastiquement leur exploitation et en adoptant des modes de production et de consommation plus respectueux de l'environnement. Face à cette approche, certains économistes prônent la notion de la soutenabilité faible. Cette approche repose sur l'idée que le capital naturel peut être remplacé par du capital technologique. Autrement dit, les destructions environnementales seraient compensables par des avancées technologiques. Elle met particulièrement en avant le rôle des innovations vertes, qui permettraient de reculer les limites écologiques de la croissance. Par exemple, la transition vers les énergies renouvelables pourrait permettre de se passer des énergies fossiles, ou encore
le recyclage et l'économie circulaire pourraient limiter l'exploitation des matières premières et réduire les déchets. Cependant, il faut relativiser le rôle de l'innovation. Certaines avancées technologiques, comme les abeilles robots conçues pour polliniser les cultures en cas de disparition des insectes pollinisateurs, montrent que la technologie tente parfois de pallier les dégâts causés par les activités humaines. Mais ces solutions ne peuvent pas toujours remplacer les écosystèmes naturels. Et parier uniquement sur l'innovation pourrait être une manière d'éviter de faire des efforts réels en matière de réduction de notre empreinte écologique. Alors, la croissance économique peut-elle être compatible avec l'environnement ? La réponse dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Le développement durable et la transition écologique sont en marche, mais nécessitent des efforts collectifs et une transformation profonde de nos modes de production et de consommation. Certains économistes prônent la décroissance, estimant que la seule solution viable est de réduire volontairement la production et la consommation pour alléger notre empreinte écologique. D'autres alternatives émergent également, comme l'économie circulaire, qui vise à réduire le gaspillage en réutilisant et recyclant les ressources, ou encore les nouvelles formes d'organisation économique basées sur la sobriété et le partage des ressources. La recherche perpétuelle de croissance souligne l'importance de comprendre que celle-ci s'accompagne bien souvent de dégâts sur nos écosystèmes et notre biodiversité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez compléter ce podcast en allant sur ma page Instagram pour y découvrir un résumé de ce que l'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Madame SES. En attendant, prenez soin de vous.